Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Formes urbaines, promeneurs, témoins et acteurs. La rue évacue son peuple dans les deux sens, et on se demande si les statisticiens ont songé à chronométrer son débit en hommes, en matière humaine. Au tournant de la rue transversale, à sens unique, à égrenement intermittent, tout cela arrive sur nous avec un bruit d'usine. Valérie Larbaud, Rue et visage de Paris, Liège, à la lampe d'Aladin, 1927. Une forme d'appropriation de l'espace urbain. La promenade vue et vécue par deux bourgeois parisiens au XVIIIe siècle. Par Laurent Turcot. La promenade se présente, au XVIIe siècle, comme une manifestation collective où il est de bon ton de se faire voir. Cet aspect de la déambulation est ritualisé et encadré. Elle possède ses codes sociaux, ses gestes et ses conventions. Elle n'est envisageable que sous forme de sociabilité mondaine, et se définit par les lieux qui sont aménagés spécifiquement à cet usage. Le grand siècle est entièrement dominé par la popularité d'un lieu qui, à lui seul, permet de définir ce que représente cette pratique sociale pour la capitale française, le cours La Reine. Fermé de grilles à l'est comme à l'ouest, et entouré de fossés qui empêchent le menu peuple d'y pénétrer, le cours La Reine symbolise le règne des carrosses et des voitures à la mode. La marche, pour le XVIIe siècle, constitue une forme de déchéance sociale. Si le courtisan ou le gentilhomme se trouve dans l'obligation d'user de ses jambes pour faire promenade ou aller d'un lieu à un autre, il trouve dans les traités de civilité les manières de se déplacer décemment. Au cours du siècle des Lumières, la marche, qui est l'apanage de la majorité des Parisiens, est utilisée autrement par les bourgeois. Elle devient ce que Michel de Certeau appelle « pratique de l'espace 22 », dans la mesure où elle acquiert une fonction appropriative de l'espace urbain. Entendons par appropriation faire sien, établir une propriété sûre entre la ville et le sujet. Cette problématique de la marche et de l'espace urbain pose la question de la présence du et des promeneurs à l'époque moderne. S'il est évident que la promenade collective fonde une forme de promeneur mondain soucieux de respecter un rituel de visibilité sociale, il est toutefois moins sûr qu'il existe un type individuel du promeneur qui entend se détacher de la foule. Grâce à une étude de deux journaux bourgeois parisiens du siècle des Lumières, les plus connus, nous verrons que les rédacteurs utilisent la promenade comme forme d'appropriation de la ville. L'historiographie de la promenade parisienne, et plus spécifiquement de celle du promeneur, est en majeure partie dominée par la dérive contemporaine de cette pratique. La flânerie est ce que l'on a identifié plus spécifiquement comme le personnage du flâneur. L'œuvre de Walter Benjamin sur les passages parisiens, quoiqu'inachevée, reste une balise sûre pour historiens et sociologues soucieux de décrire et d'analyser l'évolution des sensibilités des êtres urbains. Pour Benjamin, le flâneur est avant tout une création littéraire qui n'a pu se constituer qu'à l'aube de la société industrielle parisienne, en l'occurrence au XIXe siècle. Reprises par une équipe de littéraires américains, les thèses de Benjamin sur le flâneur ont été développées abondamment par l'entremise de la littérature, notamment dans les œuvres de Balzac, Baudelaire et Hugo. On considère ces auteurs comme les créateurs du type parisien. Ce pan de l'histoire du promeneur a souvent laissé dans les limbes toute la période moderne, considérée comme une préhistoire du flâneur parisien. Pourtant, avec ses promenades publiques, ses boulevards, ses cafés, ses spectacles et ses parades, le Paris de l'Ancien Régime possède toutes les caractéristiques pour permettre l'éclosion du promeneur observateur moderne. Il est impossible de délier écriture et promenade. Le récit du promeneur constitue la trace laissée par le marcheur au XVIIIe siècle. Dans la mesure où la classe bourgeoise est celle qui est le plus à même de fournir des renseignements sur cette sensibilité urbaine, nous nous sommes tournés vers les mémoires journalistiques bourgeois. Au cours du siècle des Lumières, le mode d'écriture qu'est celui des mémoires est habité de plus en plus par les influences journalistiques d'un siècle avide de détails de la vie quotidienne. On assiste à la constitution d'un genre littéraire que l'on peut appeler des journaux événementiels, ou encore des mémoires journalistiques 26. La genèse du promeneur se situe dans une période où le rapport à la ville se fait de plus en plus étroit entre le rédacteur et son sujet. Investis de l'idée de vérité, les auteurs de ces ouvrages consignent parfois au jour le jour, d'autres fois de façon plus épisodique, les divers événements parvenus à leur connaissance ou dont ils ont été témoins.
Cette pratique littéraire, ne l'oublions pas, conserve l'idée de témoignage. Les auteurs se veulent avant tout les chroniqueurs d'une histoire qu'ils échafaudent eux-mêmes sur le papier et qu'ils rapportent quotidiennement. Ces derniers parcourent nécessairement la ville afin de traquer l'événement et, par ricochet, possèdent une connaissance de leur espace urbain transmis parfois de manière inconsciente dans leurs récits. C'est ici que la notion de promenade peut devenir substrat de l'écriture et surtout, mode de compréhension de la ville moderne. Les deux rédacteurs utilisés pour cerner cette dimension de la promenade sont particulièrement connus des historiens et leurs ouvrages considérés comme des sources loquaces du quotidien parisien. Ils sont ce que l'on peut considérer des journalistes scrupuleux qui couvrent pendant presque tout le XVIIIe siècle les détails de la vie mondaine, politique, judiciaire et quotidienne de la capitale française. L'avocat Edmond Jean-François Barbier dans sa chronique de la Régence et du règne de Louis XV couvre la période allant de 1718 à 1763, tandis qu'un libraire de la rue Saint-Jacques, Siméon Prosper Hardy, dans son journal intitulé Mes loisirs ou journal d'événements tels qu'ils parviennent à ma connaissance, s'attache à la période allant de 1764 à 1789. Des journaux parisiens qui se multiplient. Les deux ouvrages sur lesquels ce travail s'appuie se définissent par un genre particulier, la littérature de témoignage, qui consiste à jeter un regard individuel sur les choses qui entourent le rédacteur et sur les grands événements politiques de l'époque. Les mémoires comme les journaux font partie de ce genre, mais nous retiendrons dans le présent article uniquement les seconds. Dans le journal, on considère l'opinion, le regard, la parole du sujet, comme garant de la vérité du dire. Le genre n'a rien de nouveau au XVIIIe siècle. Il trouve dans les siècles précédents de nombreux exemples de littérature visant à rapporter le quotidien, celui du livre de raison est sans conteste l'exemple le plus probant. Le journal du sire Gilles de Gouberville, étudié par Madeleine Foisil, montre déjà au XVIe siècle l'intérêt porté aux choses ordinaires de la vie, comme la température, les voyages ou les déplacements de l'individu. Le marquis d'Argenson, dans son journal et mémoires du marquis d'Argenson, dira s'inspirer de la méthode de L'Estoile. Vie politique, déplacements royaux, manière de vivre, relations d'actes de sociabilité. Le journal de Pierre de L'Estoile constitue un temps dans l'histoire de la littérature du fort privé, parce qu'en lien direct avec les affaires du temps. La littérature de témoignage du XVIIIe siècle est constituée par des individus venant de classes de plus en plus diversifiées traitant de sujets les plus divers. Le journal de ma vie, de Jacques-Louis Ménétral révèle le monde des compagnons vitriers tout en livrant force détails sur le quotidien populaire parisien, notamment sur les déplacements de son auteur. Le journal du duc de Croix, dans la ligne des mémoires aristocratiques français, bien que rédigé sous la forme journalistique, permet de voir apparaître des détails sur le quotidien du déplacement mondain dans la capitale française. Face au peuple et aux aristocrates, demeure la multitude la plus bavarde de ce siècle, la bourgeoisie. Plusieurs journaux d'événements contiennent le genre d'informations qui nous intéresse, la sociabilité et les déplacements, mais le style est souvent trop hachuré pour espérer obtenir un panorama global d'une pratique sociale. C'est notamment le cas du mémorial pour les années 1775 à 1778, d'un auteur anonyme, probablement François Quetan, qui note au fil des pages les gestes ordinaires qu'il accomplit, dîner au boulevard avec M. Roberts 35, partie de promenade à Neuilly avec M. de la Garde 36. D'autres, comme dans le journal d'un Parisien anonyme pour les années 1777 à 1784 et 1787, ne font qu'énumérer les lieux fréquentés. Boulevard Tuileries-Champs-Élysées, parfait exercice 37, ou encore, les Champs-Élysées, les Tuileries remplies de monde forment le plus beau spectacle 38. Ces deux derniers exemples montrent le caractère parcellaire et limité de l'information contenue dans plusieurs ouvrages. L'œuvre de Barbier et celle de Hardy prennent place au cœur des sensibilités bourgeoises renouvelées. Après la crise de la conscience européenne, pour reprendre l'expression de Paul Hazard, et la montée en puissance des valeurs bourgeoises dans la politique et la société française à la suite de la mort de Louis XIV, qui marque un temps historique ressenti par plusieurs contemporains, l'on assiste à une volonté nouvelle de transcrire le quotidien. À l'aube des Lumières, des auteurs comme Jean Buvat, bibliothécaire du roi, ou encore Mathieu Marais, avocat au Parlement, ressentent cette nécessité de noter les aléas du monde politique de la société française. Peu à peu,
Cette volonté s'étend à des domaines plus divers, incluant les faits divers comme les vols, les incendies, les suicides ou les arrestations, mais transmettant aussi un discours qui permet de repérer les voix d'une opinion publique grondant dans la rue et dans les lieux de sociabilité. Secrétaire du quotidien. Deux bourgeois se distinguent par leurs écrits en ce XVIIIe siècle. L'un a pour nom Edmond Jean-François Barbier, 1689 à 1771, qui de père et de grand-père avocat est destiné lui aussi à devenir avocat, et l'autre Siméon Prosper Hardy, 1729 à 1806, libraire. La profession du premier l'amène à s'intéresser particulièrement aux affaires du Parlement, tandis que celle du second, à jeter un œil attentif sur les imprimés divers, qu'il s'agisse d'arrêts royaux, d'ordonnances de police, de lettres patentes ou d'ouvrages divers. Plusieurs similitudes existent entre ces deux individus. Quelques données biographiques pour constater cet état de fait. Edmond Jean-François Barbier tient un bureau de consultation sur la rue Galande. La maison existe encore au numéro 5. Rive gauche à quelques mètres de la Seine et de la place Maubert, au centre du quartier, tandis que Siméon Prosper Hardy, libraire peu prospère, mais qui s'implique activement à la Chambre royale et syndicale de la libraire et imprimerie de Paris, ouvre son modeste commerce, la Colonne d'Or, au 42 rue Saint-Jacques, à L', angle de la rue de la Parcheminerie, ce qui nous place encore une fois sur la rive gauche et par conséquent à peu de distance de l'ancien bureau de Barbier. Cette similitude peut paraître négligeable, mais en considérant que le type d'information consignée relève souvent de ce que Charles d'Aubertin considère comme des faits exclusivement locaux ou municipaux 42, nous avons tout intérêt à considérer les lieux fréquentés par ces rédacteurs. Pour ce qui est de leur lieu de travail, cette proximité devient fondamentale, car elle nous permet de confirmer que Barbier et Hardy s'abreuvent à la même source d'information, le quartier Saint-Benoît et celui de la place Maubert. Non loin, le Jardin du Luxembourg, avec ses nouvellistes, est également une source d'information potentielle. Cette proximité permet d'utiliser les œuvres de ces rédacteurs en considérant un point focal, d'où l'on entame les déplacements, qui soit le même. Dans le cas de l'étude de la figure du promeneur, et plus encore des promenades faites et consignées par ces rédacteurs, le fait de se trouver tous les deux sur la rive gauche, à peu de distance l'un de l'autre, aide l'historien à niveler certaines différences entre les œuvres présentées, et à évaluer avec plus d'acuité et de rigueur la manière dont est perçue et utilisée la promenade à un demi-siècle de distance. Outre les lieux dans lesquels il traque l'information, plusieurs données puisées à même ces journaux permettent le rapprochement évoqué plus haut. On parle souvent de ces deux rédacteurs comme des journalistes aux ambitions d'historien 43. Le premier, Barbier, est considéré comme un témoin probant qui décrit avec une sensibilité toute particulière l'aspect politique de la vie parisienne, sa profession d'avocat n'étant pas étrangère à cet intérêt. On retrouve également dans le texte de ce dernier toute une gamme d'événements qui peuplent le quotidien de cet avocat entré au barreau en 1708, dont les exécutions publiques, l'enlèvement des enfants de 1750, l'attentat de Damiens ou encore les billets de confession. Tous ces thèmes constituent autant de domaines sur lesquels les historiens se sont penchés, et ont par conséquent étudié l'œuvre de Barbier 44. Peu se sont attachés, outre ceux qui ont relaté en 44 voire entre autres, M. Nicolas, la requête sur les billets de confession et le journal de l'avocat Barbier 1752, Bulletin de la Société d'Histoire de Paris, 1858, pages 5 à 8, Ariette Farge et Jacques Revel, Logique de la foule, l'affaire des enlèvements des apostrophes. Enfants Paris 1750, Paris Hachette, 1988, Pascal Bastien, Usage politique des corps et rituels de l'exécution publique à Paris, 17e-18e siècle, Crime, Histoire et Société, Crime, Historie et Détail, la vie de l'auteur, à la place qu'occupe le rédacteur dans ce récit. Force est souvent de constater que, sur près de 4000 pages de notes manuscrites, l'auteur s'immisce très peu dans les événements qu'il rapporte, ce qui fera même dire à certains qu'il fait le journal de tout le monde, excepté le sien 45. Pourtant, de nombreuses notations permettent de montrer la volonté du rédacteur de s'impliquer dans le récit. Je sortis à 9h du soir, je le vis passer, j'y allais samedi 11 de ce mois, ou encore j'ai vu cette fête. Même si cette forme d'écriture est peu répandue,
Il n'en reste pas moins que le regard est primordial dans la forme d'écriture personnelle de Barbier. Chez Hardy, nous retrouvons sensiblement cette même volonté d'effacement de soi. Ce qui, au départ, se présente comme ses loisirs, devient rapidement un récit des grands événements de la capitale, où l'auteur est souvent absent. Si l'on considère que ce journal commence en 1764, c'est qu'avant cette date, à partir de 1755, les nouvelles sont très épisodiques et concernent presque exclusivement le Parlement ou encore les affaires de l'archevêque. Ce n'est qu'en 1766 que la chronique d'Hardy devient régulière, d'année en année, l'auteur augmentant sans cesse la densité et la diversité de choses traitées. En 1767 et 1768, on retrouve 201 et 285 nouvelles tandis qu'U'. En 1788 et 1789 le chiffre est de 668 et 728. Sur les 4082 pages manuscrites divisées en 8 grands in-folios, on retrouve sensiblement le même type d'information que chez Barbier, à la différence près que l'on assiste ici à une division de chaque journée et de chaque article au-dessus duquel se retrouve un titre résumant l'information contenue en dessous. Une fois encore, l'implication du rédacteur dans ce récit est, au dire de plusieurs historiens, minime. Bien que l'utilisation du « je » soit peu répandue, on constate l'emploi de mots qui confirment la présence du rédacteur. Ce jour j'assiste à la messe de la rentrée du Parlement, je vois Sa Majesté qui paroît soit fort gai, ou encore, je remarque dans la foule beaucoup de femmes et d'enfants des deux sexes. L'auteur va même jusqu'à discuter de l'importance de ses écrits pour la postérité, ces loisirs qui n'auront jamais d'autre mérite que celui d'amuser peut-être pendant quelques instants ceux entre les mains de qui ils tomberont par la variété aussi bizarre que singulière des objets que j'ai cru pouvoir y présenter 46. Et sur son statut dans la société parisienne. Quoique je ne me sois jamais regardé que comme un atome dans la société, j'ai toujours pu me flatter de mériter des apostrophes. Y occuper une place distinguée par ma fidélité inviolable pour mon souverain, autant que par mon amour pour sa personne sacrée 47. Consignant dans leurs journaux les événements qu'ils considèrent comme dignes d'être rapportés, Barbier et Hardy transmettent l'événement de leur point de vue, et malgré le peu de notations confidentielles et personnelles 48, on voit parfois émerger en surface les implications du témoignage et l'utilisation du « je » dans l'événement rapporté. Curieux de tout ce qui se passe dans la capitale, il possède la plupart du temps 3 sources d'informations différentes, celles de l'observation, de la rumeur et des écrits. C'est dans la première catégorie que nous comptons évaluer la place que la promenade tient comme moyen de confirmer l'événement consigné, et la manière dont elle est traitée comme mode de compréhension de l'espace urbain. La promenade telle qu'elle s'écrit chez Hardy et Barbier se présente sous 3 aspects différents, qui sont autant de manières de connaître et de s'abreuver des récits de la capitale. Dans la première catégorie, nous retrouvons la promenade qui est évoquée, ou provoquée, par l'entremise des mises en scène des autorités, royales, municipales ou ecclésiastiques. La deuxième comporte les endroits où le rédacteur cite explicitement les promenades publiques et la troisième celle où la promenade sert à confirmer les événements tels que le rédacteur a pu les observer. Mise en scène royale et promenade. Les fêtes et les réjouissances font partie de l'ordinaire de la vie parisienne depuis le début de la période moderne. Ponctuées d'entrées royales, de tédéum en l'honneur des victoires françaises et des naissances de princes et princesses de sang ou encore de feux d'artifice pour telle ou telle réalisation, la population parisienne est habituée à ces vastes mises en scène visant à glorifier le pouvoir royal. Ces événements permettent au peuple de se divertir, de se rassembler et de se donner en spectacle dans les différents quartiers de la ville, mais lui permettent aussi, par l'entremise du défilé qui se met en place sous ses yeux, de se déplacer dans la ville. Dans le cadre des mises en scène royales, municipales ou ecclésiastiques, on retrouve chez Barbier et Hardy la promenade sous 2 formes. Dans un premier temps, le rédacteur relate simplement les promenades royales et les différents lieux fréquentés. Barbier rapporte qu'en septembre 1752 la duchesse d'Orléans et sa compagnie se sont promenés dans le parc pendant 1h50, ou encore que le roi se rend en juillet 1761, à la promenade des boulevards 51. Les relations du rédacteur permettent de saisir la dimension sociale de la promenade collective, celle où il est de bon ton de se faire voir et de voir les personnes d'un certain rang. La déambulation reste ici associée à un rituel investi de codes que le promeneur doit respecter,
la présence royale ne faisant que sanctionner cet état de fait. Il sied donc aux Parisiens de se faire des compliments généraux par geste 52, afin de ne pas troubler l'ordre de ce spectacle magnifique 53. Le récit que fait Barbier n'est en rien différent de celui des chroniqueurs qui l'ont précédé en rappelant, à l'instar de Marais, les déplacements royaux. On a parlé d'une aventure de nuit, arrivée aux Tuileries, où le régent se promenait avec ses dames 54. De son côté, Hardy tombe dans une sorte de chronique des déplacements royaux, comme Pierre de l'Estoile a pu le faire avant lui. Les années 1773 et 1774 sont particulièrement loquaces en termes de promenade royale, 6 nouvelles pour 1773 contre 12 pour 1774. Le 8 juin et le 23 juin 1773, le dauphin et la dauphine sont au jardin des Tuileries. Le 29 juin de la même année, ils profitent du boulevard de la Porte Saint-Antoine. Le 25 juillet 1773, les filles de Feu le Dauphin se rendent de Saint-Denis à Versailles en passant par la ville. Elles se promènent sur les boulevards de la Porte Saint-Antoine, puis ensuite dans le jardin des Tuileries au milieu d'une multitude très considérable 56. L'année suivante à la même date, c'est au tour du roi et de la reine d'y passer. Chronique mondaine souvent repiquée à même les différents journaux et gazettes consultés par les rédacteurs, cette simple notification de promenade royale n'est pas aussi dénuée d'intérêt qu'on pourrait le croire. Nous avons évoqué plus haut la volonté affirmée chez ces rédacteurs de sauver de l'oubli ce qui risque d'être perdu dans le tamis du temps. Évoquer la promenade du roi ou des princes de sang permet de marquer les lieux fréquentés d'un certain prestige royal. Paris possède plusieurs promenades publiques au XVIIIe siècle, mais toutes ne jouissent pas de la même reconnaissance et de la même fréquentation. Consigner que le roi se promène à tel endroit plutôt qu'à un autre confirme également la mode adoptée par les gens de goût. Contrairement à Barbier qui relate les déambulations royales parisiennes avec un certain prestige et une volonté affirmée de participer au rituel, Hardy se détache de plus en plus au fil de son journal, de ce genre d'informations. Il ne cherche en aucun cas à s'affilier au prestige de la présence royale. Ces déplacements sont des occasions pour le libraire d'évoquer des nouvelles qu'il considère plus importantes, comme le 22 juillet 1774, lors de la promenade de la reine sur les boulevards du Nord. On disait qu'elle avait été frappée du silence qu'elle avait vu régner autour d'elle, en le comparant aux démonstrations bruyantes qu'on lui avait déjà données tant de fois. On disait même qu'un particulier avait eu la hardiesse de crier « Vive le roi !» pourvu que le pain diminue 59. En aucun cas, Hardy ne participe, comme par exemple le fait le duc Ducroi, aux promenades qu'il relate car ces déplacements de la personne royale n'ont pour lui de valeur que s'ils peuvent servir à consigner une information qu'il considère moins futile que la simple promenade. Ainsi donc le 17 juillet 1780, s'il évoque la promenade de monsieur dans le jardin du Luxembourg, c'est qu'il entend parler des travaux et des nouvelles dispositions de ce jardin. Il semble que le rituel collectif de la promenade semble moins intégré par le bourgeois qu'en ce début de siècle. Le deuxième cas de figure de cette catégorie implique directement le rédacteur, car il fait appel à ses talents d'observateur et à son sens de la description face à la mise en scène royale ou ecclésiastique. Toutes les fêtes, entrées royales ou processions religieuses s'accompagnent d'un certain rituel à respecter. Outre celui des symboles, longuement évoqué par les historiens, il y a celui de l'itinéraire et des rues empruntées. La figure du rédacteur, penché sur sa table de travail à retranscrire consciencieusement les événements de la journée, doit maintenant faire place à celle de l'observateur actif face aux événements qui se passent sous ses yeux. Lors des processions du jubilé d'avril 1751, Barbier se plaît à contempler les prêtres et les fidèles sous la pluie qui sont alors mouillés jusqu'aux os, en écrivant que cela est divertissant à voir promener par les rues 62. L'itinéraire de ces processions est souvent minutieusement décrit, rue par rue, place par place, et le cortège a droit lui aussi à sa description. Hardy écrit en 1779 « Je vois passer rue des Saints-Pères Faubourg Saint-Germain qui dans le meilleur ordre alloit gagner le quai des Théatins. » Les entrées royales et les fêtes diverses sont autant d'événements qui permettent au rédacteur de consigner dans son journal ses promenades faites à ces occasions. En septembre 1751, à l'occasion d'un feu de fagots sur la place de Grève, Barbier affirme que tout le peuple s'est promené dans les rues le soir, jusqu'à 1h et plus, pour voir les différentes illuminations 65.
Quelques jours plus tard, lors de l'entrée du roi dans Paris, il raconte que cela fait soit une très belle marche, aussi récréative à voir que son arrivée dans Notre-Dame ou Gétois 66. Le rédacteur confirme ici sa présence. Il capte ces informations grâce à son regard et n'hésite pas à affirmer que cela forme un coup d'œil surprenant 67. Chez Hardy, on retrouve ce même genre d'informations. Le 8 juin 1773, lors de la première entrée du dauphin et de la dauphine dans Paris, il décrit tout l'itinéraire emprunté par le cortège. Le 14 juillet suivant, c'est l'entrée de Madame qu'il relate dans son journal. Hardy évoque alors l'affluence des spectateurs qui fut considérable 68. On conçoit ces événements comme des spectacles. Le théâtre royal offre au peuple des représentations de sa grandeur par des pièces qui se ressemblent souvent, ce qui explique que les rédacteurs se tournent de plus en plus vers la foule et non plus vers la représentation. Hardy décrit cette multitude qui s'assemble pour regarder le spectacle proposé. Il va même jusqu'à une personnification des types qu'il rencontre comme le bourgeois ou le parisien à qui il prête des manières propres. Pourtant, rien ne laisse suspecter que Hardy se soit rendu systématiquement à ce genre de mise en scène royale. Il est possible qu'il se soit procuré le descriptif de l'entrée et qu'il ait simplement recopié les menus détails relatés dans l'imprimé, comme il lui est habituel pour les arrêts criminels, ou encore qu'un tiers lui ait fait une description de l'événement. Toutefois, il est peu probable que Hardy s'en tienne uniquement aux pamphlets et aux journaux de l'époque pour évoquer ce genre de pratique. La longue description du cortège est possible grâce à cette promenade que le rédacteur s'impose. Il reconstruit le schème de son regard sur le papier en alliant sa présence à son récit afin de confirmer que les choses rapportées sont vraies. On touche ici à l'une des raisons majeures de la nécessité de la promenade pour ses rédacteurs. Toutefois, l'itinéraire de cette promenade est recopié sur le tracé voulu par les autorités. Elle ne constitue qu'un déplacement déterminé par la couronne royale et non une volonté personnelle du rédacteur de se promener. De cette première catégorie de promenade, peu de choses sont à retenir en termes d'implication du rédacteur, si ce n'est celle d'un observateur distant face à un spectacle qui est figé et qui n'offre aucune forme de liberté à la déambulation du promeneur. Calendrier de promenade. Tout rituel s'accompagne de conventions à respecter et de lieux à fréquenter. Dans le cadre de la promenade parisienne, on peut avancer l'idée d'un calendrier de la promenade, de la même manière que Louis-Sébastien Mercier parle des heures de la ville, avec pour chaque période un lieu et un groupe déterminés qui monopolisent l'attention du Parisien. Ces accords communs sur les règles de la promenade méritent une attention particulière, car ils constituent une fenêtre à notre regard sur l'ordinaire du temps parisien. Deux sources, toutes deux d'auteurs anonymes, peuvent éclairer une telle conception de l'espace urbain. Dans un premier temps, un guide de voyage, imprimé en 1757 ayant pour titre l'Almanach des plaisirs et dans un second temps, un autre guide, celui-là resté à l'état manuscrit au XVIIIe siècle, mais imprimé pour la première fois par un érudit du XIXe siècle, portant le nom de Calendrier des loisirs, dont la date de 1776 est donnée pour la rédaction de l'œuvre. Dès février, l'on assiste à l'envahissement de la capitale par les promeneurs à pied que sont les masques du carnaval des jours gras. Situé principalement dans le faubourg Saint-Antoine, à l'est de Paris, ce rassemblement populaire qui précède le carême est très prisé par les Parisiens. Vient le mois de mars avec la première des deux grandes foires parisiennes, celle de Saint-Germain. L'auteur du calendrier recommande également, dès cette époque, de se porter dans les jardins publics afin de commenter l'actualité avec les nouvellistes. Ces admirables nouvellistes sont des gazettes ambulantes de tout ce qui se dit et ne se dit pas 71. Avec le retour du beau temps et du mois d'avril, les promenades publiques sont maintenant les lieux à fréquenter. C'est dans ce mois qu'on commence à fréquenter les promenades et que les jardins deviennent brillants par le concours de monde qui s'y promène 72. Les rassemblements deviennent alors de plus en plus nombreux. Fin mars début avril, c'est la promenade de Longchamp près du bois de Boulogne. Le 15, ce sont les boulevards qui monopolisent l'attention du public et l'on ne doit pas oublier la réouverture de la saison théâtrale qui draine tous les soirs la bonne société parisienne. Pour le mois de mai, en plus de la revue à la Plaine des Sablons, on conseille des promenades moins connues mais tout aussi agréables, comme le Jardin du Roi, l'Arsenal, l'Hôtel de Soubise et le Cours la Reine. Cette dernière promenade perd décidément de plus en plus de fidèles au cours du siècle pour être reléguée au second plan des promenades publiques.
L'été est tout entier consacré à la promenade. Le beau temps permet dorénavant aux promeneurs de diversifier de plus en plus ses fréquentations. Les Champs-Élysées, nouvellement plantés, le Faubourg Saint-Germain et la place Louis XV s'ajoutent à la longue liste de lieux qui ont déjà été cités. Vient le Salon du Louvre, la Foire Saint-Laurent, la Foire Saint-Ovide, la Foire de Besançon, la Fête de Saint-Louis au mois d'août, où tous les jardins royaux sont ouverts au peuple. Les mois d'automne voient la fréquence des déplacements parisiens se limiter de plus en plus, jusqu'à ce que l'hiver enferme les Parisiens dans les cafés, les salles de concert et les diverses boutiques. Ces guides donnent la longue liste de lieux qui n'ont souvent pour objet que la promenade et la détente économique des badauds. Pourtant, tous ces lieux ne sont pas ouverts à tous et possèdent des caractéristiques propres qui déterminent leur public. Afin d'évaluer la perception de Hardy et de Barbier de ce calendrier des promenades, nous retiendrons 2 lieux qui, souvent décrits, s'opposent en tout par le public et le type de rassemblement: le carnaval des jours gras et la promenade de Longchamp. Le carnaval des jours gras se tient généralement au mois de février, mais en fonction de la fête de Pâques, peut également se tenir au cours des premiers jours du mois de mars. Les 2 rédacteurs, bien que s'accordant sur le ridicule des scènes que l'on rencontre dans les rues de Paris à cette époque, adoptent un point de vue totalement différent. L'avocat parisien, voulant davantage se rapprocher de la bonne compagnie, fait de ce carnaval l'occasion de décrire la somptuosité des fêtes bourgeoises et aristocrates que l'on donne dans Paris. S'il parle du peuple, il ne fait que le saluer au passage, sans plus de description. Pour lui, on ne trouve au Faubourg Saint-Antoine, lieu habituel des rassemblements populaires, qu'un concours de carrosses, où les fils et toits obligés d'aller jusque dans les allées de Vincennes 73. Le peuple à pied se voit taxé de beaucoup de libertinage, car la jeunesse ne sait où aller 74. Barbier se réjouit donc en 1752 de la défense de tous ces divertissements. La police a empêché le peuple d'être en masque dans les rues 75. Hardy est plus systématique dans sa description des jours gras. Il évoque 18 fois les mascarades. Encore une fois, le rédacteur considère ce genre de manifestation comme ridicule, car rempli d'insensés pris dans la lie du peuple 76. Bien que Hardy ne laisse aucune trace d'une possible fréquentation du carnaval, il est fort à parier que ce dernier se soit effectivement rendu sur les lieux pour constater ce rassemblement. À partir de 1776, il évoque à chaque année, à l'exception de 1782, les jours gras du Faubourg Saint-Antoine. Cet événement est intégré à la multitude des faits que Hardy se fait un devoir de rapporter à chaque année. Par son écriture, il laisse souvent entendre, bien qu'il ne le confirme pas, qu'il s'est effectivement rendu sur place. On voit au Faubourg Saint-Antoine un concours prodigieux de mascarade 77. On voit se renouveler comme la veille en très grand nombre dans les différents quartiers de notre capitale, le concours annuel des ridicules mascarades 78. On voit tout du long de la rue Saint-Honoré et presque jusqu'au Roule un grand nombre de ces baladins 79. Cette dernière information nous donne la mesure de l'importance que Hardy donne à l'observation des faits, car il constate au fil des ans que la porte Saint-Antoine est délaissée au profit de l'ouest de Paris, avec la rue et la porte Saint-Honoré 80. On assiste chez Hardy à une véritable entreprise de systématisation de l'observation. Chaque fait est classé, décrit et parfois même commenté. Autre lieu, autre public. La promenade de Longchamp demeure tout au long du siècle un rassemblement mondain, où l'on peut étaler le luxe des équipages à la mode et les vêtements dernier cri. Encore une fois, l'avocat se différencie du libraire dans ses relations de la promenade. Barbier apprécie plus que tout autre lieu cette avenue de Longchamp, au cœur du bois de Boulogne. Initialement, la promenade est instaurée lors des ténèbres de l'abbaye de Longchamp, chantée par les meilleurs pensionnaires de l'Académie royale de musique. C'est d'ailleurs pour ce genre d'événement que François Couperin composa ses 3 leçons de ténèbres. Elle rassemble, dès le début des Lumières, la fine fleur de la société parisienne. L'avocat note le 10 avril 1754 qu'il y a eu un concours étonnant de carrosses dans l'allée de Longchamp, au bois de Boulogne, sous prétexte des ténèbres de Longchamp, et beaucoup de magnificence tant dans les équipages que dans les femmes qui y étoient. L'on se promenoit au moins à 4 files de carrosses 82. Barbier s'intègre parfaitement au rituel du déplacement des corps lors de cet événement. Il relate avec un certain engouement toutes les nouveautés que l'on y observe. Dans ce registre,
Le rédacteur est ici partie intégrante du rassemblement et sa description est celle d'un spectateur participant au voir et être vu, et non pas d'un promeneur esselé. Hardy, tout comme dans le cas des mascarades du carnaval, s'en prend au ridicule de cet événement. Sa première relation de la promenade est pourtant bon enfant, ce dernier se contentant de qualifier ce rassemblement de singulier en déplorant toutefois des personnes de l'un et de l'autre sexe, aussi curieuses de voir que d'être vues. 83. En 1779, il évoque les Parisiens devenus dissipés et plus fastueux que jamais. 84. Tandis qu'en 1780 les promeneurs, au dire du libraire, ne vont plus que se faire voir. 85. Cette promenade est vue comme le spectacle du faste, du luxe et de la plus grande mondanité. 86. Car elle est pour ainsi dire des étiquettes. 87. La visibilité sociale dans les lieux publics ne diminue pas au cours de l'Ancien Régime, bien au contraire. Le faste qu'on étale est signe de réussite, l'exposition de la richesse est un signe de grandeur. La comtesse de Genlis, dans son dictionnaire de l'étiquette, dira à propos des promenades sous l'Ancien Régime qu'on voyait là, dans de superbes voitures à 7 glaces, les plus jolies femmes de la cour et de la ville, et toujours magnifiquement parées. 88. Encore une fois, malgré les critiques acerbes du rédacteur, on retrouve de 1777 jusqu'en 1789 une description systématique de ce spectacle déambulatoire. Ce qui fait que Hardy s'en prend au carnaval et à Longchamp, vient en partie de l'aspect contraignant de la promenade. Nous verrons plus loin que ce dernier aspire à être un type de promeneur renouvelé, qui se détache de la foule ici décrite. De Barbier à Hardy, on constate une évolution dans les sensibilités par rapport au calendrier des promenades. Pour l'avocat, le rituel est intégré dans ses pratiques ordinaires de la ville tandis que pour le libraire on trouve une certaine ambiguïté dans le discours. Ce calendrier, chez Hardy, ne semble pas assimilé parce que vivement décrié, mais le rédacteur se fait un devoir de relater systématiquement l'événement. Entre codes sociaux et pratiques individuelles de l'espace, une tension s'installe. C'est par le truchement d'autres déplacements que le rédacteur peut se différencier de l'organisation sociale de la promenade. Regard sur les promenades publiques. La deuxième catégorie est celle où l'on nomme les promenades publiques, et où l'on confirme que l'on fréquente tel endroit plutôt qu'un autre. Dans le cas présent, nous avons relevé tous les endroits où les rédacteurs confirment explicitement qu'ils ont fréquenté tel lieu. La promenade peut être ici considérée comme mode d'affiliation à la communauté sociale, car chaque endroit possède son réseau de relations et sa dimension sociale. De Barbier à Hardy, la différence de la pénétration du lieu par le promeneur est totalement autre. Dans le cas du premier, la promenade est assumée au niveau de la collectivité tandis que pour le deuxième elle sert essentiellement à traquer l'information. Barbier est beaucoup plus enclin à fréquenter les promenades dites de bon goût, celles où le tout Paris se rassemble. Il s'intègre au rituel de visibilité sociale, préalablement décrit dans le cadre de la promenade de Longchamp. En septembre 1720, il note que ça a été cette année comme toutes les autres la mode d'aller à l'Étoile se promener pour voir le retour de la foire de Besançon. J'ai toi à m'y promener pendant ce temps-là. 89. Puis, en juillet 1721, la mode cet été c'est d'aller se promener la nuit aux Tuileries. 90. Tandis qu'en août de la même année il se rend au bois de Boulogne pour y souper et se délecter de cette douce promenade. Ce bois de Boulogne semble être son endroit de prédilection. Il s'y rend plusieurs fois, et il lui suffit parfois simplement de noter au passage sa présence sans avoir à définir ou décrire davantage ce qui a pu se passer pendant ce moment, alors que d'autres fois il s'épanche un peu plus sur ce qu'il a vu et ce qu'il a fait. La récurrence de la fréquentation du bois de Boulogne s'explique par le fait que Barbier occupe une dépendance dans le château de Madrid. Il confirme en 1735 qu'une personne et lui ont la jouissance de petits bâtiments dans la cour, par brevet du roi, moyennant finance. 93. On comprend donc mieux les raisons qui poussent l'avocat à se rendre au bois de Boulogne, et plus particulièrement à la promenade de Longchamp. Pour ce qui est de la proximité physique de son domicile et des... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.